Le nouvel esprit public, depuis l'école alsacienne, le dimanche 13 janvier, c'est donc après que nous avons enregistré notre émission autour du thème, d'une part, de la sortie de la crise des Gilets jaunes et d'autre part de la situation de l'Europe. C'est donc le moment des échanges avec notre public que nous diffusons sous le titre Le Bada, puisque comme vous le savez maintenant, le Bada était à Marseille le nom donné à ce supplément gratuit que tout bon commerçant et notamment tout bon marchand de glace se devait d'offrir à ses clients. Nous sommes donc autour de cette table Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Lionel Zinsou, président de la fondation Terra Nova. Et nous allons prendre maintenant la première question. La voilà, elle est ici. Oui, merci. Je pense qu'il ne faut pas se présenter, c'est pas la peine. J'ai une question. C'est tout à fait permis. Oui, mais bon, ça n'apporte rien à la question. C'est une question pour Lionel Zinsou, que je trouve extrêmement optimiste dans ses propos, et notamment lorsqu'il fait état d'une réduction significative des inégalités. Alors, des inégalités en France. Je me demande d'où il tient ça. Est-ce que c'est lié, par exemple, au fait que Carlos Ghosn ait été emprisonné récemment? Lionel Zinsou. Oui, le trait polémique est excellent, mais il y a toute une série de... Il faut peut-être mettre sur le site alors d'études, mais les travaux les plus importants, c'est les travaux de l'OCDE. Il y a des mesures, le coefficient de Gini, qui montrent que les facteurs d'inégalité se réduisent continuellement sur les dernières décennies en France, mais que le plus spectaculaire, c'est la réduction des inégalités en temps de crise, c'est-à-dire depuis 2008, alors que pratiquement dans la plupart des grands pays occidentaux, on assiste à une évolution inverse. La crise a fait exploser les inégalités. Les études de l'OCDE sont les plus claires. Elles sont reprises également par France Stratégie, donc l'ancien commissariat général au plan, qui établit d'ailleurs qu'il y a une particularité française, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'inégalités. Il y a une situation parmi les grands pays occidentaux d'inégalités bien moindres qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne, évidemment aux États-Unis, etc. En revanche, il y a une mobilité sociale plus faible. C'est-à-dire qu'on a plus de mal, et ça renvoie à cette question de l'exclusion des classes moyennes, notamment des moins pourvus dans les classes moyennes, c'est qu'on met 6 générations à changer de classe sociale, pour simplifier. On met 6 générations à améliorer son revenu et sa position dans la société si on appartient aux classes populaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans l'ascension, dans la mobilité sociale ascendante. Donc ça donne l'image d'un pays beaucoup moins inégalitaire que les autres et de moins en moins inégalitaire, mais malheureusement, en termes intergénérationnels, une très grande difficulté à la mobilité sociale ascendante. L'ascenseur social est en panne. Là-dessus, il y a une note qui a 2 mois de France Stratégie qui est très éloquente et qui est une des explications probablement à la nature des revendications des Gilets jaunes. S'agissant juste des revenus de transfert, Nicolas insiste très souvent sur le fait qu'on est quand même en termes de revenus de transfert le pays qui a la performance de correction des inégalités par l'impôt et les prélèvements sociaux, de très loin la plus avancée de tous les pays développés, à l'exception d'un ou 2 pays scandinaves. Il n'y a que 2 pays scandinaves qui ont un coefficient de Gini meilleur en termes d'inégalité que le coefficient français. Il semble que, notamment, l'amélioration des retraités, ça a été dit rapidement par Jean-Louis, les revenus des retraités sont supérieurs aux revenus des actifs. C'est un renversement complet. Et c'est l'effet des réformes de Nicolas Sarkozy et des réformes de François Hollande. Et c'est un processus continu qui a fait qu'une des sources d'inégalité les plus fortes, c'était la misère des vieux. Alors qu'on est en train de passer à une situation où ce sont les jeunes qui se paupérisent. Et les vieux, par toute une série d'actions extrêmement cohérentes sur les 20 dernières années, ont aujourd'hui
comme retraités des revenus supérieurs aux revenus des actifs. Évidemment, c'est accru par les patrimoines, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, mais c'est vrai dès le niveau des revenus. Alors évidemment, c'est masqué puisque on exhibe de façon ostentatoire les petites retraites, le préjudice catastrophique de la CSG, etc. Mais on oublie de dire que c'est une situation entièrement nouvelle que d'avoir des revenus d'inactivité supérieurs aux revenus des actifs. C'est ça que vous trouverez dans les études de l'OCDE et de France Stratégie. Merci. Monsieur là-haut. Oui, quid de la manif du 27 janvier, la contre-manif contre les Gilets jaunes, enfin, pour répondre aux colères des Gilets jaunes? Je vois difficilement comment nous pourrions vous dire aujourd'hui ce qui va passer le 27 janvier. Il semble qu'il y a un certain nombre de gens qui aient lancé cette idée. Est-ce qu'elle ira jusqu'à son terme ? Est-ce qu'il sera toujours intéressant dans 8 jours de faire aller, pour ceux qui l'ont mise au point, est-ce qu'il sera toujours intéressant de réaliser cette contre-manifestation ? Je crois, Christian, monsieur voudrait ajouter quelque chose. Je peux faire un sondage. Qui dans la salle va y aller ? D'accord, merci. 6, 7... 8, 9, 10... La guerre civile s'amplifie, là. Oui, c'est la guerre civile à l'école alsacienne, c'est pas dans les traditions. Mais c'est quoi ? C'est les gilets rouges ? C'est les gilets rouges ? Le le problème, c'est que tout le monde n'a pas dans sa voiture un gilet rouge. Mais... c'est un foulard. Oui, le président de l'école alsacienne, Alain Granger-Cabane, signale qu'il va mettre la guerre civile au programme, va demander respectueusement au directeur, qui est également dans la salle, de mettre la guerre civile au programme. Monsieur voudrait poser une question ? Oui, c'est ça. C'est comme les commissaires-priseurs aux enchères. On ne sait pas très bien, est-ce que vraiment vous avez levé la main ou est-ce que vous avez fait ? Moi, je t'ai demandé la parole. Et Jean-Louis Bourlange a demandé la parole, mais je ne la lui donne jamais parce que je ne sais pas où ça pourrait nous conduire. Enfin, vas-y, profite de ce qu'il y a un moment. Non, je veux dire, la comparaison est intéressante entre cette revendication, cette programmation, et évidemment la manifestation qui a été faite le 30 mai 68 à l'appel des gaullistes pour soutenir le général de Gaulle. Je crois que le problème, c'est qu'il y a deux différences profondes. C'est que nous ne sommes pas dans des modes de mobilisation qui sont comparables. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans des modes de mobilisation infiniment plus trotskistes que staliniens, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus des petits groupes. Les gilets jaunes, c'est des petits groupes qui agissent, qui contrôlent les médias, enfin qui occupent les médias plutôt, qui sont mobiles, qui sont et on n'a jamais eu depuis le début. C'est un mouvement important qui dure, qui est soutenu par l'opinion, mais qui est extrêmement limité quantitativement. Donc, on peut s'interroger sur la capacité qu'a une société comme la nôtre à opposer une force de frappe. C'est pas impossible, hein, mais il faut bien mesurer la différence. La deuxième différence, elle est importante, c'est qu'au moment où le général de Gaulle où la manifestation du 30 mai a eu lieu, tout était par terre. Le général de Gaulle revenait à peine de Baden-Baden. Les accords de Grenelle qui avaient été signés 3 jours plus tôt avaient été conspués et séguis aux usines Renault. Charletti montrait une disposition d'un certain nombre de gens à essayer de prendre le pouvoir, et François Mitterrand lui-même avait expliqué qu'il n'était pas exclu qu'il se dévoue pour la République. Donc on était dans une situation de vide absolu qui a provoqué une réaction immédiate. Je crois que ce qui s'est passé samedi je ne sais pas si c'est significatif, mais les foulards blancs, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, cette volonté d'organiser le mouvement, de le calmer, de l'apaiser, si ça continue, ça rendra très difficile une mobilisation. En revanche, oui, si le désordre se développe, si les violences continuent, là, je crois qu'il y aura matière à une mobilisation. Bonjour à tous. Ma question porte sur le grand débat national et d'ailleurs le parallèle qu'on fait avec les cahiers de doléances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ouvrant un débat direct avec l'ensemble de la nation, ce grand débat va en fait abîmer les institutions qu'il prétend, enfin du moins qu'il tente de sauver ou de préserver, car en ouvrant ce débat, on acte, à mon sens, la défaite ou du moins l'incapacité des institutions représentatives
de faire vivre justement ce débat au niveau national? Oui, moi je pense qu'effectivement, ce grand débat est un risque. Après, on n'en connaît pas, et ça a été rappelé par Lionel, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Quelque part, on prend le risque d'un processus. Ça peut aussi être intéressant. Il y a quand même une demande de dialogue avec le pouvoir qui est là. Après, ce qui est inquiétant, c'est la manière de le préparer. C'est-à-dire que je lisais, par exemple, les déclarations de Chantal Joanneau, qui a dit... Tout sera écouté, tout sera retransmis, y compris les fausses informations, y compris les positions des extrêmes. Donc, d'une certaine manière, c'était une manière... Bon, depuis, elle a décidé qu'elle s'en occupait plus. Mais elle disait, au fond, on va mettre sur le même plan les choses qui sont raisonnables, les choses qui ne le sont pas, les fausses informations, et y compris le complotisme. Donc, c'était une déclaration très inquiétante. Après, le deuxième élément qui me semble aussi, que personnellement j'apprécie pas, c'est le sujet de, on a préparé un kit, il y a des fiches techniques sur qu'est-ce que c'est que la transition écologique, qu'est-ce que c'est que la démocratie. Bon, on fait pas, je crois pas que le kit va aider à structurer un grand débat national. Je pense que les conditions du succès sont l'implication évidemment des élus locaux et des députés. C'est-à-dire que si on arrive à faire le lien entre ceux qui sont connus des citoyens comme maires, parce qu'il y a quand même 3 à 4 000 maires qui ont introduit ces cahiers de doléances dont vous venez de parler. Et au fond, ce qui ressort des cahiers de doléances, c'est 2 ou 3 sujets, dont évidemment le sujet du pouvoir d'achat. Et puis, au fond, donc ça veut dire que déjà, les citoyens ne respectent pas les 4 sujets qui ont été donnés par Jupiter, ce qui peut être considéré comme rassurant et en même temps inquiétant. Mais toute la question, c'est ensuite comment est-ce qu'on fait pour entraîner des débouchés sur des questions qui sont extraordinairement complexes. Je rappelle toujours que juste après le référendum sur le Brexit, la question qui a été le plus posée sur Google, c'était qu'est-ce que l'Union européenne? C'est-à-dire que juste après le grand débat national, si la question qui est posée, c'est, je sais pas moi, qu'est-ce que le pouvoir du président de la République? Qu'est-ce que c'est? Enfin, on n'est pas à l'abri d'une forme d'ignorance. Donc la question de comment les maires s'impliquent, comment à leur côté les députés sont présents, et comment on fait aussi pour garder une certaine liberté, c'est important. Le sujet des lignes rouges qui a été évoqué me semble être essentiel. On ne va pas dire qu'on va refaire le droit français. Et le fait que, par exemple, on dise que la manif pour tous, il y a eu beaucoup de choses disant qu'il faut remettre en cause le mariage pour tous, et que là-dessus, il y a une forme de lobbying qui a été menée au niveau des cahiers de doléances, est aussi un élément un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a des forces organisées. En face de ça, il faut évidemment structurer et organiser les choses. Et pour l'instant, on a le sentiment d'une certaine désorganisation. Bonjour, ma question va être pour Nicolas Bavrez. Parmi les différents acteurs du conflit social qui est en cours en France depuis maintenant un peu plus de 9 semaines, on en a nommé un grand nombre, président de la République, gouvernement, gilets jaunes, parlement, mais le patronat semble être le grand absent des débats. Peut-on se poser la question de savoir si les Gilets jaunes ne se trompent pas de cible? C'est-à-dire, il me semblait que dans un conflit social classique, quand on estimait, et pour certains à juste titre, que le salaire dont on dispose est insuffisant pour vivre eu égard aux charges, et notamment aux charges familiales auxquelles on est confronté, on négociait son salaire avec son patron, ou alors on faisait grève. Et ça donnait effectivement les accords de Grenelle précédemment mentionnés. Là, on s'en prend directement à l'État comme étant source d'inégalité, on s'en prend aux élites administratives, et qui, on le sait, sont bien moins payés que les cadres dirigeants et bien moins rémunérés que les actionnaires des grandes entreprises. Au fond, n'y a-t-il pas fondamentalement une erreur de cible? Nicolas? Alors, est-ce qu'il y a une erreur de cible? J'allais dire, la question s'adresserait plutôt aux Gilets jaunes qu'à moi-même. En revanche, ce que vous pointez est très très juste. C'est-à-dire que c'est la différence avec mai 68, mais aussi avec juin 36. C'est-à-dire que là, on a eu des mouvements sociaux massifs, occupation d'entreprises et donc remise en question, évidemment, des règles sociales. Et dans les 2 circonstances, 36 et 68, la sortie a été accord Matignon et accord de Grenelle. Ce qui est très intéressant et qui rejoint d'une certaine manière ce que Lionel disait de manière humoristique, c'est que non seulement il n'y a pas de mise en cause des entreprises, mais que beaucoup de gilets jaunes font leur journée de travail tout à fait normalement et vont bloquer les ronds-points à l'issue de la... C'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde rural notamment. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas.
Mais ça dit bien ce que vous indiquez. Est-ce qu'il se trompe? Peut-être, mais en tout cas, le message qui est adressé, aussi parce que le fait que le gilet jaune, c'est la présence de l'État dans les voitures, que les ronds-points, c'est la marque de la politique absurde conduite en matière d'équipement routier, où on n'entretient pas les routes, mais on fait des ronds-points partout. Et la cible est, de fait, très clairement le président de la République. Donc, à tort ou à raison, ce mouvement des Gilets jaunes a pris pour cible l'État. Est-ce qu'il se trompe tant que ça? Je ne suis pas certain, parce que si vous regardez, on oublie toujours que dans le partage de la valeur ajoutée, évidemment, il y a le capital et le travail, mais il y a l'État. Et si on regarde depuis 30 ans, tous les gains de productivité ont en fait été confisqués par l'État. C'est-à-dire que les dividendes du CAC 40 biaisent les choses, parce que si on regarde aujourd'hui, là encore, pour prolonger ce que disait Lionel Zinsou, quand on regarde sur la durée longue, la France est le seul des pays développés où, entre capital et travail, il n'y a pas de variation significative de la répartition de la valeur ajoutée depuis les années 60. C'est-à-dire que le travail a 67% de la répartition de la valeur ajoutée. Il y a eu des fluctuations, mais minimes. En revanche, il y a un acteur qui se taille la part du lion et qui est l'État, puisque les choses sont très simples. Aujourd'hui, il y a 56,4% de dépenses publiques. On va avoir 3,2 à 3,4% de déficit. Et donc, ça veut dire que les recettes publiques, pas seulement les prélèvements obligatoires, mais les taxes, ça veut dire que l'État accapare 53% du PIB qu'il redistribue, alors avec des choses qui sont évidemment positives, mais si vous voulez, ça montre bien que, en fait, les Gilets jaunes ont, en réalité, y compris d'un point de vue économique, raison de dire qu'aujourd'hui, le premier qui a à rendre des comptes sur la manière dont l'argent est prélevé, distribué aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'État. Et dernière chose, vous voyez quand même que dans les solutions apportées par le président de la République, il y a ce paradoxe qui est, à mon avis, porteur de très grandes désillusions et de tensions, qui est qu'on augmente le SMIC de 100 € sans que ça coûte un sou à l'entreprise. Et ça, si vous voulez, l'idée que maintenant, vous déconnectez le revenu de la production, qu'on juge que ce soit trop ou pas assez, peu importe, mais ça, c'est vraiment une idée redoutable. Donc, ce qu'on pourrait, si on faisait des baisses d'impôts et de charges qui permettaient d'alimenter le pouvoir d'achat, ça serait très bien. Mais pour l'instant, on ne voit pas du tout les baisses de dépenses qui permettraient de faire ça. Oui, pour reprendre la première intervention du public tout à l'heure, le seul patron français séquestré, il est séquestré par les Japonais. Bonjour, je voudrais revenir sur la question de la perception des inégalités en France et citer un travail qui avait été fait sur la perception des inégalités culturelles. C'est un travail du département des études, de la prospective et des statistiques, le DEPS, du ministère de la Culture, et qui disait que justement, quand on interrogeait les Français sur leur perception des inégalités culturelles, ils les ressentaient beaucoup plus amples, ces inégalités, sans doute qu'elles ne l'étaient réellement. Et une des hypothèses qui était faite, c'était peut-être qu'on est tous tellement animés par l'idée d'égalité, liberté, égalité, fraternité, que finalement, on a une très très haute idée et de très fortes attentes par rapport à ces questions d'inégalité, et que peut-être c'est une des pistes d'explication. Mais est-ce que cette étude du ministère définit ce que sont les inégalités culturelles? Est-ce que ce sont les inégalités d'accès à un certain nombre de manifestations culturelles? Est-ce que ce sont les inégalités dans la hiérarchisation des pratiques culturelles? Par exemple, la pratique culturelle la plus répandue chez les Français, c'est le patrimoine. Mais tous les patrimoines, c'est-à-dire aussi bien la petite chapelle romane qui est à côté de chez vous que les anciennes friches industrielles ou les terris dans le Nord. Et ce qui serait intéressant à savoir, c'est si ce sentiment de l'inégalité et le sentiment, au fond, d'une espèce de hiérarchie dans les valeurs culturelles qui fait que ceux qui
pour reprendre l'exemple que je viens de donner, sont des adeptes du patrimoine, considèrent qu'ils sont regardés de haut par ceux qui vont à l'opéra, qui vont au théâtre, ou est-ce que c'est d'une autre nature qu'est cette inégalité ? J'ai bien peur que si on ne définit pas ce que c'est que l'inégalité culturelle, on se retrouve dans quelque chose de très flou et dont on ne puisse pas tirer beaucoup d'éléments d'une politique. Non, mais il y a une chose qui est très importante là derrière, c'est que, de fait, quand on parle d'inégalité, et Lionel a donné les chiffres, ils sont tout à fait justes, hein, les deux seuls États qui sont moins inégalitaires que la France dans le monde développé, ce sont le Danemark et la Finlande. Mais là, on est uniquement sur les revenus. Et c'est vrai que dans les évolutions du système économique et social, on s'aperçoit que les inégalités d'accès à un certain nombre de services, par exemple, sont aujourd'hui très fortes. Il y en a deux qui sont des services de base très, très importants, et y compris dans la société de la connaissance, c'est évidemment l'éducation et la santé. Et par exemple, la création de déserts médicaux, c'est quelque chose qui a un impact énorme sur la perception des inégalités. Donc, au-delà des inégalités culturelles, c'est vrai que la réponse en termes de revenus, aujourd'hui, n'est certainement pas suffisante. Elle a été donnée, et c'est tout à fait juste, mais c'est toute cette autre partie, où, par exemple, le fait que, en matière de capacité à accéder à Internet, quoi qu'on en dise, vous avez aujourd'hui, alors c'est peu de gens, mais c'est des territoires très importants, où Internet fonctionne quelques heures par jour et de manière aléatoire. Ce qui, quand on explique aux gens qu'on va passer à l'administration numérique, évidemment, provoque beaucoup de colère. Et ça a des implications pratiques. Prenons le monde rural. Les voitures sont importantes. Aujourd'hui, vous ne pouvez avoir des cartes grises que par Internet. Et dans une partie du monde rural aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à ce service des cartes grises parce qu'Internet ne fonctionne pas. Donc, cette question des inégalités, évidemment, tout ce qui a été dit sur les revenus est vrai, mais aujourd'hui, elle est plus large que les simples revenus, ce qui était le cas dans la société industrielle. Oui, sur les inégalités culturelles, moi j'ai trouvé très intéressant, on n'en a pas parlé, le fait qu'il y ait eu un certain nombre aussi de blocus dans les lycées, et donc l'inquiétude de la jeunesse, des lycéens par rapport à la réforme du bac, avec l'idée qu'au fond on est dans un monde où quelque part les règles d'accès à la réussite, à la mobilité sont aujourd'hui floues, peut-être parce que comme l'a dit Lionel, on est dans un moment de réforme et qu'il faut faire changer les règles. Mais en tout cas, la question de l'inconnu, du saut dans l'inconnu, et notamment quand on n'a pas les codes, elle est posée avec beaucoup d'acuité, je crois, par cette jeunesse. La deuxième chose que je voulais dire très rapidement, c'est que quand Nicolas dit au fond, l'attente vis-à-vis de l'État et la contestation de l'État est justifiée parce que l'État dépense trop et qu'il a été quelque part, il a confisqué. Je crois qu'il y a ça, et puis qu'il y a aussi l'idée que l'État devrait quand même... Je pense que paradoxalement, Emmanuel Macron apparaît comme une sorte de symbole d'un État vertical et qu'il n'a pas de pensée de l'État. C'est-à-dire que je trouve que la question de la régulation n'est pas suffisamment pensée. La juste régulation, comment est-ce qu'on fait pour donner une place aux entreprises, comment est-ce qu'on fait pour redistribuer, c'est pas un hasard si la question des inégalités est arrivée à travers la question de l'injustice fiscale. Parce que on peut trouver que le système fiscal français est juste et plus juste qu'ailleurs et qui redistribue plus, c'est vrai, mais il est extraordinairement complexe, incompris, et sur la table, il y a l'idée de l'évasion fiscale. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à cette question de la pensée de l'État ? Et on peut mettre sur la table une pensée de l'État qui ne soit pas seulement que l'État dépense trop, qu'il y a trop de fonctionnaires. Il faut aussi montrer que l'État sert à quelque chose pour tout le monde. Lionel Zinsou. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur les inégalités culturelles, et notamment à l'école. Je pense que peut-être la mesure la plus intéressante de réforme des 18 derniers mois, ça a été de doubler, de diviser par 2 les effectifs pour la petite enfance du CP, et puis ça progresse d'année en année, et que ça ait pu être mis en place dès la première rentrée pour les zones d'éducation prioritaire, et que ceci va être étendu, parce qu'il y a effectivement une inégalité culturelle fondamentale, qui est que l'école n'est plus cet instrument de mobilité sociale ascendante, de méritocratie
récompensés qu'on observait. Donc c'est une remarque tout à fait importante. Il faut aller très au-delà des mesures d'égalité sur le revenu. Et par ailleurs, dans le même sens que ce que dit Lucile, c'est important de regarder l'égalité réelle. C'est-à-dire, vous avez de très nombreux droits, mais est-ce que ceux qui ont le plus besoin de mobiliser leurs droits ont la faculté d'accéder à ces droits? Alors ça peut être, est-ce que les gens ont la possibilité d'aller vraiment à l'opéra, au spectacle, et autres, qui sont très subventionnés, qui s'analysent comme des subventions vers les populations les plus riches, puisque ce sont les utilisateurs, mais ça peut être des droits fondamentaux, par exemple celui des personnes handicapées. Il y a une association très efficace pour aider les personnes en situation de handicap et les insérer dans le travail, qui s'appelle Aurore, et qui montre qu'il faut maîtriser à peu près 70 procédures pour mobiliser tous les droits que l'on a si on est une personne en situation de handicap qui veut être insérée dans un travail normal. Et qu'il faut un travailleur social à plein temps pour 10 bénéficiaires, parce que les bénéficiaires sont dans une situation, tant la complexité bureaucratique est intense, sont en situation de ne pas pouvoir connaître leurs droits et les mobiliser. Regardez le site du RSA. À cause des gilets jaunes et du fait qu'on dit il y a beaucoup de gens dans les ronds-points qui gagnent la moitié d'un SMIC parce qu'ils ont un travail à temps partiel et c'est justement des familles monoparentales, etc. En France, ça n'est pas possible de gagner 600 € parce qu'il y a des mécanismes de RSA qui vous ramènent très au-dessus. Il y a des mécanismes d'APL, il y a des mécanismes de tiers payants, il y a des mécanismes de couverture médicale universelle. Enfin, il y a tout un dispositif qui fait que ça ne devrait pas exister. Or, ça existe. Il y a des centaines de milliers de gens qui n'utilisent pas leurs droits. Allez sur le site du RSA et regardez l'explication, la définition et comment vous rentrez dans le système du RSA. C'est un système très sophistiqué, même quand vos revenus d'activité augmentent, votre indemnisation ne diminuera pas de façon que vous ayez une incitation à travailler plus, à améliorer vos revenus de base. Regardez comment on en fait la déclaration. Objectivement, à moins de bac+5, c'est à peu près non maîtrisable, non compréhensible. Et c'est typiquement les gens pour qui c'est le plus nécessaire qui en sont le plus éloignés. Et tout à l'heure, vous posez la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un grand débat et est-ce que ça n'est pas une défiance vis-à-vis des institutions et un échec des institutions? Non, parce que les institutions, c'est capable de vous produire des conditions d'inscription à Pôle emploi extraordinairement compliquées, au RSA pratiquement impossible, aux aides pour les personnes handicapées pratiquement impossible, et qu'il y a un moment où il faut le dire. Il y a un moment, il faut que les citoyens disent, les institutions nous ont fait des systèmes protecteurs, je ne peux pas accéder à mes droits. Il faut compléter. Approbation dans l'assistance, comme on dit à l'Assemblée. Jean-Louis Bourlanges pour une dernière intervention. Oui, juste un mot purement électoraliste de ma part, pour rappeler que, contrairement à ce qu'on peut penser, la région parisienne, l'Île-de-France, est en passe de devenir l'un des principaux déserts médicaux français. Et ça relativise un peu tout ce qu'on dit sur la désertification des campagnes, et cela pour une raison très simple, c'est qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, le compte n'y est pas entre pour un médecin qui s'installe en région parisienne et un médecin qui s'installe en province. Le compte n'y est pas, notamment du fait du coût du logement, et qu'on a donc une tendance spontanée des médecins à s'installer ailleurs qu'en Île-de-France. Alors c'est intéressant parce que ça montre que, moi je crois que dans toutes ces histoires sur les inégalités territoriales, on manque absolument, ça existe d'ailleurs, mais on n'exploite pas suffisamment une enquête systématique sur les parités de pouvoir d'achat par bassin de vie. Ça, je crois que ça permettrait quand même d'y voir un peu plus clair sur ceux qui souffrent, ceux qui ne souffrent pas. Et on verrait effectivement notamment que ceux qui souffrent des coûts de transport sont en même temps très souvent ceux qui bénéficient des meilleures conditions de logement. Merci à Charles de Silla, merci à Christian Sory, merci à l'École alsacienne, merci au public. La prochaine émission en public à l'École alsacienne, c'est le 10 février, et sinon, rendez-vous dimanche prochain.